Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Page africaine. Page africaine, comme vous le savez, c'est l'émission du livre des hommes et des femmes qui font le livre. Aujourd'hui, notre interlocuteur, c'est un ingénieur des télécommunications de profession. Shogel Kokala Maïga, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été ministre de l'Industrie et du Commerce en 2002, puis ministre de l'Économie numérique, de l'Information et de la Communication en 2015, après avoir dirigé le comité de régulation des télécommunications en qualité de directeur général. Mais vous le connaissez très bien, chers téléspectateurs, sous les signes de son parti MPR, dont il est le fondateur. Monsieur Maïga, bonjour et bienvenue sur le plateau des Pages africaines. Bonjour. Vous êtes auteur, sinon co-auteur d'un chef-d'œuvre intitulé Les rébellions au nord du Mali, des origines à nos jours. Première question, pourquoi avoir décidé d'écrire sur la question du Nord et maintenant, en cette période de l'histoire de notre pays? Merci beaucoup, M. Soko. Je dois dire que c'est une décision qu'on a prise à deux, avec le professeur Issaka Singare qui n'est pas présenté au Mali. Nous avons estimé en 2012, au regard des circonstances dans lesquelles s'est effondré l'État malien, de nous questionner, de nous interroger, de faire un diagnostic de ces crises récurrentes au Mali et surtout d'identifier les causes lointaines, récentes, immédiates, les acteurs responsables ou non de la situation qui a conduit à l'effondrement de l'État malien, qui est un pays d'une grande histoire, un pays héritier des grands empires, des grandes entités étatiques, un pays qui a une des armées les plus puissantes, en tout cas jusqu'à une date récente, un pays composé d'hommes très braves. On s'est posé la question, qu'est-ce qui fait que cet État brusquement s'est effondré sous le coup de boutoir de quelques mercenaires venus de l'extérieur qui se sont ajoutés à des séparatistes impénitents, des vendeurs de drogue et autres, qui se sont ralliés et ont coupé notre pays en trois. Il fallait donc se poser la question, couper notre pays en deux, se poser la question, qu'est-ce qui est à la base de cette situation? Autrement dit, faire un bon diagnostic pour faire un bon traitement. Faire un bon diagnostic pour faire un bon traitement. Donc on peut dire que cet ouvrage c'est le résultat d'une analyse sociologique de la crise. C'est le résultat d'un travail complexe de recherche qui a duré 5 à 6 ans. Nous sommes remontés aux sources de l'histoire de notre pays, notamment la partie nord. Nous avons pris les arguments développés par les séparatistes et leurs alliés à l'intérieur et à l'extérieur pour les analyser, pour construire un contre-discours, parce qu'en fait, l'idéologie du séparatisme est basée sur la falsification des faits historiques ou souvent sur des mensonges purs et simples. Mais comme l'État malien ne construit pas un contre-discours, la littérature qui est diffusée partout dans le monde, à l'intérieur, à l'extérieur, dans les missions diplomatiques, dans les universités en Occident, c'est essentiellement la littérature sur le Nord, son histoire, son actualité, écrite par les idéologues du séparatisme. Mais est-ce que vous pouvez nous rappeler très rapidement les idéologies développées par ces séparatistes-là? Vous savez, d'abord, ils disent que le Nord, c'est le tiroir de leurs ancêtres, que c'est pour eux, que le colonisateur français est venu les trouver sur ce territoire. Qu'au moment où le colonisateur quittait, dans les années 50, ils ont demandé qu'on leur restitue leur territoire, qu'on ne soit pas lié au reste du Soudan français, autrement dit au sud du Mali. Qu'ensuite, ils ont été marginalisés pendant toutes les années d'indépendance du Mali. Ils ont été victimes d'injustice, ils ont été écartés, ils n'ont pas été associés à la gestion du pays. Et qu'ensuite, il n'y a pas d'action de développement au nord. Voilà la panoplie d'arguments qui sont développés ici et là pour justifier la rébellion. Nous les avons pris un à un pour les démonter, avec fait à l'appui, parce que l'avantage de ce livre, c'est pourquoi c'est difficile que les contradicteurs écrivent pour nous contredire, c'est que tout ce qui est écrit là-dedans
est documenté et prouvé. Il n'y a aucune affirmation gratuite dans ce livre-là. Voilà donc les arguments qu'ils avancent ici et là, qui continuent de prospérer dans certains milieux. Alors, face au poids de ces arguments, vous avez développé des idées, vous avez amené des preuves, et certains disent que votre ouvrage est carrément une encyclopédie, n'est-ce pas, des crises au Nord Mali. Mais d'autres, par contre, estiment aussi que vous n'apportez pas de faits nouveaux, que tout ce que vous apportez, c'est tout simplement des considérations arbitraires que vous développez, surtout notamment allusion faite au CMLN, au général Moussa Traoré, et aussi même à la gestion de la crise sous Amadou Toumani Touré. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces détracteurs? Je pense que d'une façon générale, on a ce problème au Mali. On n'est pas un pays où les gens ont la culture du débat contradictoire. Les gens sont fixés dans des postulats, j'allais dire dans des postures, ils sont dans des fausses certitudes. Souvent, vous avez des gros mensonges qui ont été véhiculés pendant des années, qui ont marqué l'esprit de toute une génération. Et lorsque vous attaquez... Vous avez un exemple de ces gros mensonges? Bon, la preuve c'est que vous trouvez qu'au Mali, même il y a eu des chefs d'État qui ont estimé que la rébellion était légitime. Vous savez, les rebelles dans les années 90, on les considérait comme des démocrates en armes. On est allé jusqu'à dire... Vous faites allusion à la déclaration de Alpha Omar Kounari? Ben, pas seulement ça, c'est-à-dire d'une façon générale, ils ont été considérés comme une composante du mouvement démocratique. C'est comme ça que ça a été dit. Que c'est le combat des rebelles qui aurait affaibli le régime de la Deuxième République pour précipiter son renversement. C'est pour cela d'ailleurs que nous avons fait beaucoup de pédagogie. On a saucissonné l'histoire du Mali en étapes avant la pénétration coloniale pour réfuter l'argumentation des rebelles qui prétendaient que le Nord c'est leur territoire. Au moment où les colons arrivaient, le Nord était un melting pot. Vous avez des Touaregs, des Arabes, des Sonrai, des Peuls, des Bambara, des Bozo, des Bella. Donc ce n'était le territoire de personne de façon exclusive. Deuxièmement, la pénétration coloniale a duré, la résistance à la pénétration coloniale, et ça a été développé dans ce livre, a été assumée par les confédérations arabes et Touareg. Je crois que rarement dans l'histoire contemporaine du Mali, on a mis en valeur le rôle des Arabes et des Touaregs dans la résistance à la pénétration coloniale. Mais cette résistance, j'ai précisé qu'elle a duré essentiellement grâce au soutien multiforme que les Sonrai et les Peuls les ont apporté. Nous avons donc démontré le caractère mensonger de cet argument. Nous sommes arrivés à la période de l'indépendance. On a démontré très clairement que ces quelques personnes, généralement sous l'influence des colonisateurs, qui voulaient à la veille de l'indépendance diviser le Mali. Et la puissance coloniale aussi avait ses projets. Ce sont ces personnes qui ont fait des écrits, qui ont demandé d'ailleurs pour certains de rester non indépendants, autrement dit des musulmans français. D'autres ont prévu de les détacher du Soudan pour les rattacher soit au Maroc ou à la Mauritanie. Voilà, ces idéologues-là, ils ont échoué parce que lorsqu'ils ont fait le tour des populations, ils n'ont pas été suivis. Et les populations du Nord, dans leur grande majorité, l'écrasante majorité, lorsqu'elles ont été interrogées, elles ont dit qu'elles veulent rester dans le Soudan. Et c'est là que vous constaterez que ceux qui disent que c'est tout juste pour faire l'apologie du régime du CMLN et de l'UDPM, ils ont tout faux, parce que nous avons démontré par A plus B le travail patriotique et héroïque qui a été fait par les responsables de la Première République. Déjà en 1956, les grands partis politiques maliens, le PSP et le RDA, toutes sensibilités confondues, s'étaient donné la main pour s'opposer à la partition de notre pays. Ça, c'est des faits qui ont été établis. Nous avons ensuite démontré qu'au lendemain des indépendances, à la veille des indépendances, lorsque la stratégie de partition du pays voulait se concrétiser, le gouvernement de l'autonomie interne de l'USRDA a usé de toute son influence. Les dirigeants de premier plan, Modibo Keïta, Mamadou Alassane Haïdara, le ministre de l'Intérieur, Mamadou Madera Keïta, ont pesé de tout leur poids, aussi bien en France qu'au Soudan,
pour démontrer le caractère injuste et non réalisable de la partition du Mali. Et l'écrasante majorité des Touaregs y ont adhéré, et les Arabes. Donc cet argument aussi a été balayé par les preuves. Nous sommes venus ensuite à la phase du développement. Certains disent qu'ils ont été marginalisés. Nous avons donné la preuve que dès que l'école d'administration a été ouverte, le régime de l'autonomie interne de l'Union soudanaise RDA a tout fait pour recruter, sortir des écoles, des instituteurs, pour les recruter à l'ENA. Et c'est comme ça qu'on a eu les premiers administrateurs d'origine arabe ou touareg. Il n'y a jamais eu de discrimination. La vérité, c'est que depuis la pénétration coloniale, il y a une classe sociale qui avait été créée par le colonisateur spécialement. Une tribu a été érigée au-dessus de toutes les autres tribus. Et c'est la tribu des Ifoghas, c'est écrit dans le livre, ce n'est un secret pour personne. Et donc, c'est les avantages féodaux, c'est-à-dire l'esclavage, le servage et la féodalité. Certaines composantes de cette tribu ont voulu préserver ces avantages. Le président Modibo Keïta a dit non, on est allé à l'indépendance, on est un pays où tous les citoyens doivent être égaux. Donc c'est ça qui a été la base de la première rébellion. Il est vrai qu'il y a des éléments déclencheurs sur lesquels il y a des débats. Mais la particularité du Nord est que, monsieur le ministre, tous les régimes, ça vient de la bouche, n'est-ce pas, des Touaregs séparatistes, qui disent que tous les régimes les ont matés. Moi, je ne connais pas une rébellion à laquelle l'État n'a pas opposé ce qu'on appelle la force légitime de l'État. Mais une fois que cette force a été opposée, que la rébellion a été continue, la zone pacifiée, on passe à autre chose, c'est ce qui a été fait. Il est vrai qu'il y a eu des abus contre les Touaregs dont j'ai parlé dans le livre, il ne faut pas s'attarder là-dessus, je me suis largement étendu là-dessus. On les obligeait par exemple à chanter en bambara, à chanter en bobo, à parler le bambara, ça ce n'était pas normal. Il y a des chefs de tribus qui ont été exécutés alors qu'il y avait juste des soupçons sur eux. Ça c'est des choses aussi qu'il faut dire. Si on ne le dit pas, ce n'est pas vrai, parce que quand on veut se réconcilier, il faut dire toute la vérité. Ceci dit, on ne veut pas utiliser ça pour justifier tout le temps la rébellion, sinon tout le monde a été martyr. Les populations du Nord, après la crise de 2012, quelle sorte d'humiliation les Sonraïs, les sédentaires, les populations du Nord d'une façon générale, et les Touaregs qui n'étaient pas d'accord avec la rébellion, qu'est-ce qu'ils n'ont pas subi comme humiliation? Mais leurs descendants ne peuvent pas se servir de ça tout le temps. La preuve, c'est que le gouvernement a amnistié tous ceux qui étaient responsables de ces abus contre les populations sédentaires. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais si c'est le prix à payer pour se réconcilier, on l'a accepté. Et donc on ne peut pas passer le temps à justifier toutes les rébellions par ce qui s'est passé. Une fois qu'on l'a dit, on l'a condamné, on passe à autre chose. Maintenant, la deuxième rébellion, ça c'est la première. La première rébellion, en réalité, ce n'était pas pour diviser le Mali. C'est pourquoi elle a été contenue et on a fait plus de 20 ans de stabilité. Mais les rébellions qui ont suivi ont toutes été préparées de l'extérieur. La rébellion de 90 a été préparée depuis 1980. Par qui? En Libye. C'est Kadhafi qui a parrainé la mise en place de ce mouvement dont l'objectif c'était de diviser le Mali. Parce qu'il y a des jeunes Touaregs, après la première rébellion, avec les sécheresses des années 70 et 80, il y a beaucoup de jeunes Touaregs qui ont immigré en Libye. Et qui ont intégré l'armée libyenne. Ils ont fait toutes les guerres que Kadhafi avait menées de par le monde. Et plus tard, donc, il les a organisés avec comme ambition de retourner dans leur pays et réclamer la partition du Mali. C'est documenté. Ce n'est pas des affirmations gratuites. Il y a des noms, il y a des personnalités, il y a des lieux de réunion, il y a des PV de ces réunions qui sont documentés. Donc ils sont venus de l'extérieur. Les paisibles populations, Touareg et Arabes, n'avaient rien demandé. La rébellion de 2012, c'est la même chose. C'est des mercenaires de l'armée libyenne, après la chute de Kadhafi, qui ont quitté la Libye. Des militaires libyens, je les appelle des mercenaires parce qu'ils étaient dans un autre pays, ils faisaient la guerre pour survivre, qui sont venus s'ajouter à ceux qui préparaient la partition du Mali, qu'on appelle les MNA, Mouvement National de l'Azawad. Ils sont venus, ils se sont joints, et puis ensuite, ils ont conjugué leurs efforts avec les mouvements salafistes, les terroristes de tout genre, et c'est comme ça qu'ils ont défait notre armée au nord du Mali.
Alors, après ces démonstrations que vous avez eu à faire par rapport à ces différentes rébellions et à leur mode de gestion par les régimes, on a remarqué dans cet ouvrage que vous avez sapé le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Vous trouvez qu'il y a eu une gestion laxiste? En réalité, lorsque vous lisez bien le livre, on n'a sapé aucun régime. On a simplement établi les faits. Parce que quand vous voulez faire un bon diagnostic, vous ne posez pas la question si ce que vous dites est bien à entendre ou écouter ou non. Vous dites ce qui est vrai, c'est parce que c'est comme ça qu'on trouve la solution. Quand vous avez une maladie, vous n'allez pas dire le nom de la maladie parce que vous avez peur que le malade ne se fâche. Vous dites la maladie et vous le soignez. En vérité, quand vous lisez le livre, vous verrez que chaque régime a été traité de façon spécifique pour éviter les amalgames. Ibrahim Boubacar Keïta, lorsqu'il venait au pouvoir, nous l'avons dit dans le livre, et moi je ne doute pas de cela, il avait une réelle volonté de résoudre la crise du Nord. C'est dit là-dedans. Mais la vérité, il y a deux facteurs qui ont fait que, ça c'est notre analyse, qui n'a pas réussi. La première des choses, il a été empêché. Par qui? Il y avait un complot contre le Mali. J'ai expliqué que lorsque les forces internationales devaient venir dans notre pays, c'est la CEDEAO, puis l'Union africaine qui ont porté l'internationalisation de la crise malienne. On a créé la MISMA qui devait s'appuyer sur la force en attente de 3000 hommes que la CEDEAO et l'Union africaine voulaient mettre en place. Mais ces deux structures n'ont jamais été financées. On a saboté leur travail. On a fini par les remplacer par la MINUSMA et Serval. À partir de ce moment, la gestion de la crise a échappé à l'Afrique, aux organisations africaines pour incomber à l'ONU et à la France. Le gouvernement malien avait demandé à la France de l'aider à faire l'appui aérien pour libérer le nord du Mali. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Arrivé à Anefis, on a dit que l'armée malienne ne rentre pas à Kidal. Et vous avez vu dans le livre, on est retourné à une convention qui existait entre les Français et les Ifogas qui date de 1907. Et donc le Mali a été empêché. On n'a pas pu recouvrir l'intégrité du territoire national et on est rentré dans des marchandages. Je pense qu'il y a eu des erreurs d'appréciation dans sa démarche. Vous savez, l'accord de Ouagadougou, on peut en dire ce qu'on veut, mais c'est l'un des meilleurs accords que le Mali a eu. L'accord du juin, l'accord préliminaire. L'accord préliminaire pour l'organisation de l'élection présidentielle. Parce que la rébellion a été dépouillée de toutes ses prétentions. L'unité et l'intégrité du territoire, le caractère laïque de la républicaine et démocratique de la République du Mali, et ils ont été invités à désarmer, être cantonnés. Je pense qu'on ne peut pas avoir mieux à cette étape-là. Mais lorsque le président Keïta a pris fonction, je crois, à la date d'aujourd'hui, je continue à le croire, son erreur fondamentale, c'est qu'il s'est cru dans un pays normal, un pays démocratique normal où un président a été élu normalement. Or, il a été élu dans un pays en crise, un pays divisé, une nation traumatisée. Et donc, de mon point de vue, il devait chercher d'abord à faire l'union sacrée de la nation, toutes tendances confondues, autour de sa personne, autour de son projet, pour faire face aux adversaires de toutes sortes. Ça n'a pas été fait. Ce manque d'union autour du chef de l'État, est-ce que quelque part, il n'y avait pas un jeu politique de l'opposition ou de la société civile instrumentalisé aussi? De toutes les façons, c'est lui qui a été élu président, reconnu de tous, donc le père de la nation. C'est à lui de tendre la main aux gens. Je pense pas que... Mais est-ce que tout le monde veut bien réellement le prendre la main? Non, en vérité, moi je suis persuadé qu'en 2013, s'il avait tendu la main à l'opposition, appelé les Maliens pour dire qu'il faut que notre nation fasse l'union sacrée parce qu'on a trop d'adversaires, je suis sûr que personne n'aurait refusé. Celui qui refuserait, ce serait condamné politiquement au Mali. Alors j'ai réussi mon raisonnement. Donc ceci étant, il a géré comme un pays normal. La deuxième erreur, c'est qu'il n'a pas exigé le désarmement et le cantonnement des rebelles. Ça devait être une exigence, on ne devait pas bouger d'un iota après son investissement sans que cela ne soit fait. Or, qu'est-ce qu'on a vu? Je pense qu'il y a un autre agenda. On est rentré dans des calculs que personne n'a compris. Jusqu'à la débâcle, l'humiliation de Kidal, qui a fait perdre à notre pays tous les acquis obtenus dans l'accord de Ouagadougou, qui a fait perdre des vies humaines pour rien, qui a humilié notre pays. Ce qui fait qu'on a été obligé d'aller à des négociations.
cette fois-ci, complètement déculottés, complètement humiliés. Et on connaît dans l'histoire des nations, lorsque vous perdez une bataille, vous partez dans une négociation en position de faiblesse, mais on vous impose des choses dont vous ne voulez pas. C'est ce qui fait que l'accord ne donne satisfaction en réalité à personne. Parce que depuis que l'accord a été signé, les rebelles vont de diversion en diversion. Vous aurez remarqué que l'accord, toute la communauté internationale avait été mobilisée pour le 15 mai. Ils ont refusé de venir le 15 mai. Ils ont attendu le 20 juin pour signer du bout des lèvres, du bout des doigts. Et depuis, on est dans cette logique-là. C'est pour cela que, quand vous dites que j'ai sapé le régime du Ibrahim Boubacar Keïta, non, j'ai dit ce que je pense et je crois que ça c'est vrai. Mais je n'ai jamais mis en cause sa bonne foi. Je continue à croire qu'intrinsèquement, dans son fond intérieur, il n'a aucun intérêt. Il ne va pas comme rentrer dans l'histoire comme le président sous lequel la partition du Mali a été consommée. Mais c'est la démarche, c'est sa façon de faire que moi je considère erronée. L'accord de Tamaracet. Mais nous avons remarqué dans votre ouvrage que les Maliens se sont entendus en 3 heures, après 3 heures de discussion, ils se sont entendus et ils ont signé un accord. Mais pendant que de 2012 à maintenant, nous avons une régulation, la mise en œuvre de l'accord qui est vraiment lancinante. Monsieur le ministre, quelle nuance, quel paradoxe entre ces deux résolutions? Vous savez, d'abord, en 1991, le gouvernement est allé en négociation en position de force. Il avait contenu militairement la rébellion. Donc ceux qui ont initié la rébellion ont compris qu'ils ne peuvent pas gagner la bataille sur le plan militaire. Deuxièmement, l'équipe de négociation, me semble-t-il, était mieux préparée. Vous aviez un État structuré, tous ceux qui étaient dans la délégation étaient à leur place. Ce n'était pas le formalisme institutionnel, c'est-à-dire dire quelqu'un est ministre, il est directeur, il doit diriger. On a pris des hommes en fonction de leur qualité en termes de connaissance du dossier. Celui qui dirigeait la délégation, c'est le colonel Ousmane Koulibaly, qui a fait plusieurs années au nord, qui connaît les populations du nord, qui connaît la mentalité des gens du nord, qui est un officier supérieur de l'armée, les premiers officiers qui ont quitté l'armée française pour former l'armée malienne. Donc on ne pouvait rien lui apprendre sur tous les contours de la crise sur le plan militaire. Vous aviez des hommes politiques, tous les grands administrateurs expérimentés qui connaissent le dossier. Vous avez tous ceux qui étaient légitimes, les représentants légitimes des populations. Vous aurez vu que Tamaracet, c'est en 2 étapes. Il y a Tamaracet 1, où le président Moussa a mis en mission des notables Touaregs pour tâter le terrain, pour préparer le terrain. Donc au moment où il partait en négociation, les dossiers étaient ficelés. Qu'est-ce qui pouvait être concédé, qu'est-ce qui pouvait pas ne pas être concédé. Ce qui fait que ce n'est pas les mêmes types de négociations. Et naturellement, les Algériens, comme on a dit, ce n'est pas quelques jours. Ils avaient prévu peut-être jusqu'à 3 semaines. Mais en une nuit, les gens se sont entendus parce que la rencontre a été très bien préparée. Dans les années d'après, on est allé dans des négociations en position de faiblesse. C'est un État affaibli, désorganisé, souvent qui a perdu des batailles, qui va dans les guerres. Ce qui fait qu'on a le sentiment qu'on a imposé des choses que l'État n'a pas prévues. Par exemple, en 1991, les mouvements rebelles avaient estimé que leurs éléments intégrés dans l'armée, c'était 250. Mais dans le pacte national, ils sont venus dire qu'ils sont plus de 3600. D'où sont sortis ces 3600? Allez-y vous-même comprendre. Ensuite, après 2012, maintenant j'entends parler de 10 000 et quelques. Et d'où viennent ces 10 000 là? L'accord d'Alger, je termine par ça, l'accord dont tout le monde parle. Arrêtez, l'accord, il n'est pas parfait. Il est même mauvais à certains égards. Mais c'est le seul outil que nous avons aujourd'hui. Un État défait militairement, un État affaibli, désorganisé, arrive à trouver un instrument. L'accord doit nous servir comme outil pour construire la paix. La paix n'existe pas dans l'accord. La première des choses, c'est la bonne volonté de toutes les parties, des mouvements rebelles et du gouvernement malien. Le gouvernement malien, je crois que sa bonne foi, personne ne le remet en cause. C'est le savoir-faire, peut-être. C'est là où on peut faire des critiques. Mais sa bonne foi, je n'en doute pas. Les mouvements rebelles, je pense qu'il n'y a pas toujours la bonne foi chez eux. Et la communauté internationale aussi doit cesser de mettre des pressions inutiles sur notre gouvernement, alors que le gouvernement fait tout ce qu'il peut faire. Vous faites allusion au pacte de paix signé tout récemment? Non, je fais allusion à tout ce que je constate. Alors que moi je suis persuadé
que si Serval puis Barkhane, l'amunissement, l'État malien se donnaient la main, mais on peut libérer le pays. Nous arrivons presque au terme de cette émission, mais avant, on a remarqué que les œuvres artistiques et culturelles sont toujours à la base des mutations ou des révolutions. Alors, votre ouvrage, monsieur le ministre, quel est l'objectif final recherché par cet ouvrage? Il vise à faire le bon diagnostic de la crise au nord du Mali, mais c'est un livre destiné à tout le monde, pour connaître notre vraie histoire. Et c'est ça l'objectif de ce livre-là. Notre souhait, c'est que ce livre serve de tournant dans la compréhension, dans la lecture, dans le diagnostic et donc dans le traitement et la solution définitive de la crise. Monsieur le ministre, avant dernière question, le nouveau découpage du territoire est considéré aujourd'hui comme une piste de résolution, sinon de mise en œuvre de l'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne crois pas. Je crois que le nouveau découpage, il est mauvais sur plusieurs plans. S'il est exécuté tel qu'il est aujourd'hui, c'est la programmation de la partition de notre pays. C'est-à-dire? Parce qu'on crée des principautés, des communes, des régions, des cercles taillés sur des mesures ethniques. Telle tribu doit avoir son cercle, telle tribu doit avoir sa commune, telle tribu doit avoir sa région, mais si on fait ça, ce n'est plus un État unitaire qu'on construit. C'est pour cela que j'ai dit, il faut que le gouvernement dise la vérité aux Maliens. Monsieur le ministre, on a remarqué depuis la sortie de votre ouvrage, c'est la dernière question, que c'est désormais devenu maintenant votre credo, il faut dire la vérité, il faut que les Maliens sachent toute la vérité. Monsieur le ministre, alors, où va le secret d'État? En vérité, tout ce qui est dans le livre, il n'y a aucun secret d'État. Vous savez, nous deux qui avons fait le livre, nous sommes des chercheurs. Moi, j'ai fait un doctorat d'État. Quand vous voulez faire, vous êtes un chercheur. Le professeur Singare, c'est un chercheur à plein temps. Mais quand vous cherchez, là, vous trouvez. Vous savez, tout ce qu'il y a dans le livre peut apparaître pour certains comme des secrets. Mais en réalité, c'est dans la documentation à caractère historique, à caractère confidentiel. Mais tout ce qui est dans le livre est publié quelque part. Il suffit juste d'aller le chercher. Les gens ont la paresse de faire la recherche. On a cherché, on a trouvé, on a mis pour que les gens sachent. Et puis, beaucoup de choses qui sont dans le livre sont connues plus ou moins. Il s'est agi ici de mettre bout à bout, de systématiser, mettre dans un seul document. Sinon, il y a des bouts d'informations ici et là qui sont connus par des uns et les autres. Maintenant, quand on les met ensemble, effectivement, ça donne le sentiment d'une bombe avec des secrets d'État. Il n'y a aucun secret d'État là-dedans. Votre dernier mot? Le dernier mot, c'est que j'ai le sentiment que depuis la sortie de ce livre, les lignes bougent dans notre pays. Maintenant, ce que je voudrais dire aux Maliens, c'est de ne pas tomber dans le piège qui consiste à dire chacun, donnez-moi ma commune, donnez-moi ma région, donnez-moi mon cercle. Ça, on tombe dans le piège de ceux qui veulent diviser le Mali. Parce que j'ai dit encore, évitons de faire en sorte que le Mali soit comme le Soudan du Sud. On a dit qu'il faut les séparer, les chrétiens et les musulmans, ils auront la paix. Finalement, ils sont en train de faire la guerre civile chez eux. Donc, regardons ce qui est bien pour notre pays, d'une façon générale. Entendons-nous là-dessus et faisons-le pour aller de l'avant. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs d'Africable Télévision, vous aurez compris, notre interlocuteur était le ministre Shogel Kokala Maïga, co-auteur de cet ouvrage intitulé « Les rébellions au nord du Mali, des origines à nos jours ». Merci d'avoir suivi cette émission et à la prochaine.